Merci Madame la Présidente. Je succède un peu à M. Soutif et à mon élève Ben Abid. Pour faire le point, si on peut dire, de la genèse de la médecine à Grenoble et surtout de son imbrication dans la collectivité scientifique. J'ai pris pour titre de la mesure à la robotique parce que c'est le titre qu'on a donné à une exposition que nous avons réalisée au CHU de Grenoble en 2007 et qui avait donné l'occasion à tous les partenaires de se réunir, dont on a fait un bouquin d'ailleurs. C'était une rétrospective passionnante et on la continue un peu aujourd'hui. Autrefois, la médecine, les médecins n'étaient pas orientés vers la recherche, mais c'était la qualité du diagnostic, la qualité de la thérapeutique médicale qui faisait leur réputation et qui entraînait les étudiants. Et puis, de grands praticiens en sont sortis quand même de ce niveau. Et le professeur Bognaud, chirurgien de qualité internationale, a animé l'ensemble de 1958 à 1962 en tant qu'école de plein exercice. En 1962, nous avons été transformés en faculté de médecine. Le premier doyen était monsieur le professeur Roger, qui était un pédiatre extrêmement dauphinois, mais extrêmement précieux pour les résultats qu'il a obtenus et dont nous avons profité. Ces personnalités sont donc venues se poser des oukases administratives pour notre plus grand bien. La faculté a pu ouvrir des concours, assurer des nominations et peupler un peu cet effectif théorique. Ça s'est amplifié au fil des années. Le premier doyen, M. Rocher, a quitté involontairement la scène en 1968, pour les raisons que vous connaissez, et puis les successeurs ont petit à petit fait un peu de diffusion de leur savoir et de leur autorité dans le cadre de la communauté grenobloise, dont on vous a dit toute la diversité, mais la qualité surtout. Alors, le CNG, vers ces années-là, venait d'ouvrir. Il était très accueillant. Les services et les laboratoires, tous ont été mis à contribution et nous avons eu beaucoup de bonheur à travailler avec eux pour une invitation qui était fortuite. Je venais de mes professeurs en 1966 et mes internes avaient la gentillesse de m'inviter à déjeuner à l'internat, qui à l'époque était très fréquenté, et de parler un peu de mes idées, de ce que je voulais faire. Ce que je leur ai dit a été retenu par certains, mais il y avait surtout une interne féminine dont le mari travaillait au service électronique du CEA, c'est-à-dire le futur Letty. Et ce renseignement étant donné à son mari, il le donne à ses copains, et je vais arriver un peu sur rendez-vous un certain nombre de personnalités, je les cite parce que c'est vraiment de l'histoire intéressante. Monsieur Tournier, je mélange les noms, Monsieur Tournier, oui, Charles Favier, et ils s'intéressent à ce que je leur avais raconté, ils leur donnent la motivation de ce que je voulais faire, ils se donnent le temps de réflexion, et une semaine après, on me demande à revoir, et ils viennent accompagnés d'un jeune ingénieur électronicien, M. Jean-François Picard, pour qu'il fasse une thèse d'ingénieur-docteur. Nous nous mettons d'accord sur le thème du travail exactement, le timing, et tout se passe très bien. M. Picard se met au boulot, et bon, puis les choses vont s'arranger rapidement. Le directeur de l'hôpital comprend qu'il faut qu'il investisse. Alors on fait un laboratoire spécial.
On fait des consultations gratuites, 6000 consultations par an, d'une discipline qu'on venait de créer, d'adopter, c'était l'angiologie, car le thème de ce travail était consacré à l'étude du débit artériel en mesure transcutanée sans aucune agression. M. Picard fit sa thèse, donc, qui fut présidée par M. Néel, et cette introduisait, c'est la première notion de mesure directe, in vivo, sans perturbation, ni par la statique, ni par des gestes invraisemblables. Alors, il y avait déjà du monde qui travaillait dans des laboratoires. Le CNG avait accueilli effectivement des médecins. Bon, Monsieur Vignet, notoire, médaille d'argent du CNRS, Monsieur Chambaz, Monsieur Colomb, Monsieur Hollard, c'était toutes des petites enclaves qui étaient dans l'ambiance du CEA, avec tous les moyens qu'on pouvait mettre à leur disposition. Mais l'ennui, si on veut, c'est que ça restait chez eux. Et ce n'était pas encore dans l'esprit de la faculté en son ensemble. Mais néanmoins, les échanges se sont multipliés, et puis est arrivé 68, donc on perd notre doyen, entre autres. La loi de Garfort coupe la médecine en deux. On n'est plus dans notre autonomie. On a un premier cycle qui forme la première partie, et puis un deuxième, troisième cycle qui forme le deuxième en tête, et auquel on donne le nom de faculté de médecine, ce qui exclut les scientifiques du premier cycle. Néanmoins, les lois sont faites pour être violées. La catégorisation de notre faculté Croupion va disparaître en 1981 et elle deviendra membre intégral de l'Université scientifique et médicale en gardant son statut dérogataire d'établissement public, qu'elle perdra avec les frasques d'un nouveau ministre en 1987. M. Savary supprima le droit de dérogataire de faculté établissement public. On est devenu une petite faculté de droit commun. En 1972, le professeur Soutif, que je vénère, devient président de l'université et nous oublions les particularismes professionnels, l'interpénétration des services, les échanges des personnels facilitent la vie universitaire. Le professeur Cabanel est élu doyen de la faculté et tiendra compte du souhait de la loi de doter les établissements d'un conseil scientifique, ensuite une commission de la recherche, et comme j'avais un peu relevé le lièvre, il me chargea du secrétariat de ce conseil. La dotation financière a été revue, non pas dans sa totalité, mais sa répartition, et puis on a créé le système des contrats. On va soumissionner auprès du conseil des subsides, et on adaptera la même chose, avec générosité d'ailleurs, au niveau de l'université. Donc à un seul coup, on ne devenait pas riche, mais on pouvait faire des projets qui allaient chiffrer et nous obliger à être en rapport très étroit avec les grands centres qui avaient déjà eu le temps de se développer. Néanmoins, les étudiants nous ont rendu des tas de services au cours de ces décades, des opportunités. Une occasion apparut en jugeant un examen que nos étudiants étaient d'un niveau exceptionnel, mais les 30 premiers d'une promotion pouvaient faire n'importe quelles études, ils auraient sûrement brillé, et les autres n'étaient quand même pas mauvais, puisqu'en général, le dernier nommé au concours de première année avait 13,5 à 14 de moyenne. C'était donc de la première qualité, et quand on est très bon, on se lasse vite des prémices populaires de la médecine, alors ils s'ennuient, et ils deviennent amorphes, ça n'a plus d'intérêt. Pour les sortir de cette torpeur,
compte tenu de leur immense capacité, nous avons décidé de leur donner un surcroît de travail, et l'accord s'est produit avec les scientifiques de l'université scientifique et médicale à l'époque pour créer un complément d'enseignement aux sciences fondamentales déjà enseignées dans le premier cycle. On leur fit un complément de 150 heures orchestré par le professeur Chibon de médecine, chimie, histophysiologie et physique. Ces 150 heures données au cours du premier cycle, si l'examen final leur était favorable, associé à la validation de leur premier cycle, eh bien, ça leur donnait une dispense de DUG B, et ils pouvaient donc accéder à la licence. Ils furent fréquents cette année, la première année. Déjà, on avait 29 candidats qui étaient dans le cadre, pouvaient prétendre à la licence sans avoir poursuivi autre chose. Mais après, ça se dispatchait dans les disciplines, quitte à interrompre un instant la médecine. Mais en tout cas, ça ne leur a pas porté préjudice. C'était des gens brillants et ils se sont tous bien cassés. En 1981, j'avais la conviction, j'étais doyen, que l'informatique envahirait la vie professionnelle des médecins et des hôpitaux. En accord avec le président de l'époque, M. Jean-Jacques Payan, je parvenais à mettre sur pied un enseignement de cette nouvelle discipline qui luxait la statistique et autres. On faisait un enseignement d'une discipline qui allait avoir son entité totale. Le président Payan et un professeur sollicité me proposèrent un maître assistant de mathématiques, informaticien de haut niveau, qui par ailleurs, miracle, était docteur en médecine. C'était M. Jacques de Mongeau, dynamique, doté d'une aide de l'université qui a gentiment avancé de l'argent pour acheter du matériel. L'enseignement commençait aussitôt, succès immédiat. À la fin de l'année, on demande à ceux qui voudraient bien rester comme moniteurs, eh bien, ils veulent tous rester. Alors on a fait le tri. Les choses se sachant, le ministre de l'Éducation nationale décide de faire un peu le bilan de l'enseignement de l'informatique, parce qu'il songe à l'étendre, et on est reçu à Paris. En principe, tous les présidents, M. Tanche m'avait délégué son pouvoir. C'était le seul vice-président à pouvoir parler, et surtout le seul ayant une fac où on faisait l'enseignement de l'informatique. Quand j'ai pu présenter le bilan, le programme et le bilan de ce qu'avait fait de Mongeau, le ministre m'a fait savoir que le poste de professeur que nous avions demandé, eh bien on l'avait. Et à partir de ce moment-là, l'informatique de Grenoble fut extrêmement gâtée, car le Centre mondial d'informatique me téléphone un soir, c'est un de mes collègues qui me téléphone le 13 juillet au soir, en me disant on peut vous offrir un VAX 11750, est-ce que vous êtes preneur? Moi je ne suis pas un radis, alors je ne peux pas. Et non mais on vous le donne, ça change tout. Je préviens mon directeur, on prévoit l'installation, et puis de Mongeau, sur sa lancée, nous dit il me faudrait en plus un Vinix pour faire de la connaissance d'image, de la création d'images. Alors on a acheté un Vinix, et puis là, à partir de ce moment-là, le service de radiologie de M. Gingres nous cède une pièce pour installer le VAX. On avait 80 mètres carrés, et puis c'est la prémisse des gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur, les gestes GMCAO, qui en 1984 se concrétisent. Donc, une équipe se constitue autour de Mongeau. D'abord, il y avait l'ingénieur système pour le VAX, et puis des informaticiens de tout poil qui sévissaient en médecine éventuellement, disons des médecins qui avaient des capacités en ce sens-là. Et puis la réputation étant suffisante, les mathématiques appliquées
étant une grande boîte, on reçoit un candidat qui venait de Dijon pour faire son DEA de mathématiques appliquées. C'est M. Cinquin, devenu plus tard professeur, évidemment, qui s'incrusta avec un enthousiasme extraordinaire et modifia un peu le projet de l'informatique bureautique tel qu'on l'avait conçu et tourna vers la robotique, puisqu'il créa le premier robot qui a pu fonctionner chez nous. Mais ceci va encore faire encore boule de neige, entraîner des médecins à s'orienter tardivement, certes, sur cette discipline, et puis on reviendrait aux résultats de la robotique qui permet à Ben Abid de faire un traitement du Parkinson par stéréotaxie avec un robot de Vincent Danel en 1988. Je me rappelle que Stéphane Lavallée, qui était le concepteur du robot, était également médaille de bronze du CNRS et est devenu chef d'une start-up qui a eu beaucoup de succès dans le Dauphiné. Sur ce succès, l'hôpital crut possible de céder un pavillon en soins ancien qui, rénové grâce au crédit du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, devint le pavillon Taillefer, équipé correctement. C'est là que se précise la création des sociétés industrielles nouvelles issues de l'université. En 2013, le professeur Cinquin qui l'anime a reçu la médaille de l'innovation du CNRS. Il était déjà médaille d'argent. L'imagerie s'est développée grâce à la collaboration étroite des ingénieurs du Leti, sous la direction de M. Cordel, avec M. Tournier, M. Allemand et M. Gariot, que je salue amicalement, et beaucoup d'autres, et les radiologues, M. Gindre, M. Coulon, M. Ferretti, et puis un petit jeune, Jean-François Lebas, à partir de 1973, qui, après un séjour de thèse dans mon service, avait décidé de prendre la filière médicale. Donc il était tout à fait compétent pour faire ça. Ce fut l'époque de la conception de scanners, en contribution avec le CGR, les physiciens mirent au point un premier scanner corps entier, un peu à l'instigation de Ben Abid, encore lui, qui en voyage avait vu que les Anglais avaient sorti un tomographe. Ils sortent rapidement leur CE 1000, 10 000, puis le CE 12 000, 350 exemplaires dans l'année. Les mystères des rayons X étant dispersés, les radiologues, les ingénieurs, les médecins se lancent dans le travail préparé par M. Soutif, la résonance magnétique nucléaire, très pointue comme technique. Et là aussi, M. Lebas prend la direction des choses et on obtient le Magniscan 5000 Gauss. C'est le premier gros porteur installé en France par la CGR, avec la participation de Corinne Mesté, que je salue. Le parc d'imageurs va s'étoffer. Après le 5000 Gauss, on a passé à un 13000 Gauss, puis un 3 Tesla, et la même période, le SMG prend le nom d'Université Joseph Fourier. Je ne veux pas mobiliser la chair, mais
c'est grâce à la camaraderie entre les différents protagonistes. On ne savait plus à la fin qui était d'origine médicale, qui était d'origine scientifique. C'était une collaboration extrêmement agréable et je pense extrêmement fructueuse pour notre centre de Grenoble. Merci.